Victoria, je suis la responsable RSE dans la société NOS et je suis très contente de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est sur un sujet assez important puisqu'on va parler de comment engager vos collaborateurs dans la mise en œuvre de la CSRD. Et aujourd'hui, pour discuter de ce sujet, on a trois experts avec nous que je vais laisser se présenter. Écoute, Eric, je te laisse la parole pour te présenter. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Éric Manvin, je suis le cofondateur et CEO de NOS. Je suis, entre guillemets, dans la RSE slash impact depuis une bonne vingtaine d'années avec des postes dans des organisations internationales, aussi dans un rôle de DRH pour un grand groupe français de l'industrie chimique. Et donc, sur l'équipe NOS depuis maintenant 4 ou 5 ans où on accompagne les entreprises à développer des cultures engagées en mettant au cœur de leurs collaborateurs, au cœur du quotidien de leurs collaborateurs la RSE. Merci. Je te laisse la parole, Jules. Merci beaucoup. Écoutez, ravi de vous rencontrer toutes et tous. Je suis Jules, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Sustain Soft, qui est un sustainability software qui fait du pilotage et de la conformité RSE pour les entreprises. Et évidemment, le sujet du moment, c'est évidemment la CSRD. Donc, ravi d'en parler avec vous aujourd'hui. Merci, Jules. Et je te laisse la parole, du coup, Arthur. Merci Victoria. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Arthur Felletou, je suis ingénieur de formation et je travaille depuis 2 ans maintenant au sein de We Don't Need Roads, donc il y a un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Donc, on est 100% dédié à la transformation durable des entreprises et voilà, on a pour but de rendre concrètes les actions et on accompagne voilà, des grandes entreprises ou des ETI, notamment sur ces enjeux de CSRD. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc, on a voilà, pu travailler avec une quinzaine de clients en France, en Europe. Et donc, très heureux de partager avec vous aussi des cas concrets, notamment pour mobiliser les organisations sur ce sujet-là. Super, merci à vous trois. Donc, lançons le sujet. Donc, alors, c'est un webinaire un peu différent, je pense, des nombreux auxquels vous avez déjà dû assister. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas vous réexpliquer ce que c'est que la CSRD et quelles sont vos différentes échéances. Mais on va plutôt parler d'un sujet qui est pas forcément mis en avant, en tout cas au début, mais qui est pourtant un sujet assez clé pour la réussite de votre démarche CSRD, à savoir l'implication de vos équipes. Donc aujourd'hui, on va avoir trois objectifs principaux sur ce webinaire. Le premier, ça va être sur comment et comprendre pourquoi impliquer vos équipes. En fait, ce sera la clé du succès de votre démarche. Comment le faire, donc vous fournir des idées, des pratiques sur comment engager vos collaborateurs. Et enfin, voir la CSRD comme une opportunité de transformation pour votre entreprise. Donc c'est sur ces trois points-là dont on va discuter aujourd'hui. On va les aborder sous la forme d'une table ronde entre nos trois experts. Donc, il n'y aura pas de présentation de slides, mais à la fin du webinaire, on vous enverra le replay ainsi que les principaux points qui auront été discutés pendant cette session. N'hésitez pas d'ailleurs à poser toutes vos questions dans le chat, puisque nous y répondrons à la fin d'une session questions-réponses assez habituelle. Et parlons bien, commençons sur le sujet. Avant toute chose, je pense que, Eric, ce serait pas mal si tu peux nous expliquer l'intérêt pour une entreprise d'intégrer ses collaborateurs de manière assez générale sur tout ce qui touche à la RSE, avant de plonger vraiment dans le sujet CSRD. Ouais. Alors, je vais commencer par un parti pris. Pour moi, l'engagement RSE, c'est un puissant moteur de motivation professionnelle. Selon le baromètre Segos, qui est paru, je crois, cette année ou l'année précédente, plus de 60% des salariés affirment que la RSE les motive au travail. Cependant, il y a 27% des employés qui ne comprennent pas réellement ce que c'est que la RSE. Ce pourcentage est bien évidemment encore plus faible lorsqu'il s'agit de comprendre la RSE au sein de leur entreprise. Alors, quant à la CSRD, je pense que on peut tous affirmer avec certitude que la méconnaissance est encore plus importante. En résumé, au mieux, je crois que 2 ou 3 collaborateurs sur 10 savent de quoi il en retourne. Ce qui démontre que les entreprises peinent à construire un narratif percutant qui implique l'ensemble des collaborateurs et des équipes. Donc, dans ce contexte, bien évidemment, engager les collaborateurs
est un enjeu crucial, fondamental pour les entreprises. Et cet engagement n'est pas ponctuel. J'ai coutume de dire que c'est davantage un marathon qu'un sprint. Dans tous les cas, je crois que les objectifs de la RSE doivent être expliqués dès le départ. On doit dire pourquoi on fait ça dans une démarche inclusive. Pourquoi on entreprend cette démarche RSE? Pourquoi on se conforme au reporting CSRD? Et au-delà du reporting, qu'est-ce que ça veut dire pour le vivre ensemble ou pour l'environnement? En quoi ça répond aussi aux questions de la société qui sont aussi en dehors de l'entreprise. Donc, la phase de reporting doit être présentée comme un point de départ, à mon sens, pour repenser l'entreprise, sa mission, sa vision. Mais cette transformation ne peut pas être conceptualisée et, je dirais, mise en œuvre si on n'a pas la contribution au sens le plus large de l'éventail des employés afin de favoriser finalement l'adhésion et l'adhésion au changement d'abord, et puis l'adhésion à la stratégie elle-même, et puis l'atteinte des objectifs sous-jacents. Impliquer les collaborateurs dans cette démarche, c'est également insuffler une culture d'entreprise engagée, qui motive fondamentalement les salariés. Ce qui est dans l'intérêt premier de l'entreprise, l'intérêt de performance, l'intérêt de rétention, de satisfaction des employés, d'attirance, d'attraction de nouveaux talents, etc. Les intérêts sont nombreux. Je pense que on peut les découvrir assez facilement en regardant des cas concrets, des use cases. Mais en tout cas, effectivement, l'intérêt premier de l'entreprise est bien là. Ok, merci Eric, ça fait une belle introduction du sujet. Et maintenant, je me tourne un peu plus vers vous, Jules et Arthur, parce que si on se concentre un peu plus sur la CSRD, en fait, de quelle manière est-ce que nos équipes, elles peuvent être impactées? Est-ce que c'est uniquement certaines fonctions clés? Est-ce que c'est un peu tout le monde? Un peu comment est-ce que ça fonctionne? Alors, si tu veux, Jules, je peux commencer à répondre. Donc, pour être voilà, assez concret par rapport à d'autres expériences qu'on a pu mener, vraiment ce que vient rajouter la double matérialité, donc la CSRD, voilà, avec cette première étape d'analyse, c'est l'implication à la fois des équipes RSE, mais aussi des équipes finance. Et donc, c'est très important en amont d'impliquer dès le départ l'équipe finance et l'équipe RSE, parce qu'on va avoir besoin de ces deux pôles et aussi de s'aligner sur les objectifs de cet exercice. Ce qu'on veut être sur un objectif plutôt voilà, de compliance réglementaire ou vraiment d'utiliser cet exercice réglementaire CSRD pour transformer, pour organiser aussi sa stratégie d'entreprise de manière plus globale et plus long terme. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres expériences qu'on peut partager. D'autres départements sont voilà, très intéressants à ajouter aussi à la discussion. Nous, on fait pas mal d'interviews cette partie-là avec des personnes des départements RH, juridique, des achats, etc. Donc, ça peut aller d'une 5, 10, 15, même des fois un peu plus en termes de personnes à interviewer. Donc, le but qui est double, hein, c'est à la fois d'avoir un premier engagement avec ce département, de leur expliquer aussi le sujet, une première discussion en interne pour voilà, leur montrer que le rapport va être nécessaire et intéressant. Et je dirais, d'un point de vue aussi pragmatique, ce qu'on a pu voir, c'est que ça a permis aussi de rassembler et de faire remonter des problématiques, des informations qui n'étaient pas forcément remontées à l'heure actuelle. Typiquement, ça nous est déjà arrivé dans les entreprises d'avoir en fait des problématiques donc sur des sujets environnementaux, sur des sujets de gouvernance ou même sociaux, qui n'étaient pas forcément remontés à la fois soit à l'équipe RSE ou à l'équipe finance ou même au board du groupe tout simplement. Donc ce travail en fait de donner la parole à différents acteurs est vraiment salutaire sur ce sujet. Donc outre la démarche CSRD et compliance réglementaire qui nécessite d'impliquer un bon nombre de départements, on retire quand même des bénéfices assez intéressants en allant discuter et en tirant un petit peu les ficelles sur ces différents sujets-là. Super, ben, je peux prendre la suite et je trouve que cet exemple, il est assez parlant en fait, cette remontée d'informations dont tu parles en fait, ces nouveaux moyens de communication qui sont créés, ils sont, bah, tu as utilisé le mot salutaire, je le trouve vraiment très bien choisi, que ce soit pour ton analyse de double matérialité auprès de tes parties prenantes, mais externes, mais là on parle plutôt des parties prenantes internes. Et
moi je donnerais ma vision qui est du coup post-analyse de double matérialité, post ces interviews-là, effectivement. Donc, qui va être impacté au sein de l'organisation et derrière, comment est-ce qu'ils vont être impactés dès lors qu'on parle plutôt donc, des phases suivantes, à savoir la gap analysis, donc l'analyse d'écart, et ensuite sur toute la partie qui va être collecte de données. Donc, qui va être impacté? C'est ça qui va être intéressant, c'est que plus on suit en fait le fil de la CSRD, plus en fait on va descendre dans l'organisation. On va plus ne s'adresser qu'exclusivement au comité exécutif de l'entreprise. En fait, on va être amené à parler de plus en plus de départements et de niveaux hiérarchiques. Donc ça, c'est la première chose qui est importante, c'est à partir du moment, par exemple, où on intervient au moment de l'analyse d'écart, mais en fait, il va falloir aller discuter avec les départements de métier, les départements IT, les départements RH, etc., pour comprendre de manière très factuelle où est la donnée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on n'a pas. Donc là, on va avoir des interlocuteurs un petit peu différents et donc encore une fois, pas toujours que à ce niveau-là, comité de direction, comité exécutif. Donc ça, c'est une première strate. Et une deuxième strate sera au moment de la collecte des données, où là, on va aller vraiment collecter des données auprès de personnes qui sont extrêmement éloignées des sujets RSE, qui ont des rôles très opérationnels au sein de l'entreprise. Et donc, ce qu'on voit, ça c'est la première partie de réponse à la question, qui est-ce que ça va toucher la CSRD au sein de l'entreprise? En fait, ça va toucher beaucoup de personnes qui vont être amenées à contribuer de près ou de loin, notamment sur cette partie collecte de données, eh bien, un certain nombre de personnes cross-départements. Donc, on vient de parler de finance et RSE, qui sont évidemment les deux, la direction un peu bicéphale qu'on voit très habituellement dans la gestion de projets CSRD, mais derrière, il va y avoir des personnes issues des métiers, il va y avoir des personnes issues des RH, de l'IT, etc., etc. Donc ça pose deux nouveaux challenges, on va dire. Le premier, c'est que on parle plus que aux directions, on parle à l'ensemble de l'entreprise, et aussi on va parler à tous les départements. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que il y a un gros enjeu de sensibilisation de toutes ces personnes-là qui vont être impliquées. Donc encore une fois, soit au niveau de l'analyse d'écart, soit au niveau in fine de la collecte de données. C'est des personnes qui sont moins au courant que les directeurs, les directrices de ce qu'est la CSRD. Donc en fait, il y a une phase d'explication de qu'est-ce que c'est et surtout de à quoi ça sert. En gros, nous, c'est ce qu'on constate vraiment. Il y a cette notion du why qui est très importante. À partir du moment où on donne une raison à quelqu'un de faire quelque chose, forcément, la personne va le faire mieux. Donc voilà, expliquer l'objectif poursuivi par la CSRD, c'est extrêmement important, surtout quand on s'adresse à des personnes qui sont en dehors de leur scope fonctionnel. On va s'adresser à des personnes pour qui la RSE, ça ne fait pas du tout partie de leur fiche de poste, et la CSRD encore moins. Donc, d'autant plus qu'on va demander à des personnes de faire quelque chose qui est en dehors de ce dont ils ont l'habitude de faire au quotidien, eh bien, il va falloir leur expliquer avec d'autant plus de précision la raison pour laquelle ils le font. Donc, voilà un petit peu l'ensemble des personnes qui vont être impliquées. On voit qu'il y en a donc un certain nombre, et aussi les différentes fonctions et aussi la manière dont ils vont être impliqués, selon que ce soit vraiment juste de l'analyse de double matérialité, de l'analyse d'écart ou littéralement de la collecte de données. Ok, merci, c'est très clair. Et donc, tu parles de la collecte de données, mais une fois qu'on a fait la collecte de données, est-ce que les collaborateurs vont être impliqués sur une autre partie en fait de tout ce qui touche à cette CSRD? Alors ça va dépendre. Évidemment, la CSRD, comme ce que tu disais, Eric, en introduction, la CSRD ne doit être que un moyen de ensuite, in fine, mettre en place un certain nombre de choses. C'est l'objectif d'un reporting, d'avoir à disposition des données pour pouvoir derrière prendre des décisions sur la base de ces données. Donc évidemment, il est nécessaire, je ne sais pas, mais en tout cas utile, pratique, de réutiliser les personnes qui ont été sollicitées dans le cadre de collecte de données pour la remontée d'informations de la CSRD. Peut-être que ces personnes-là pourront devenir chefs de projet demain d'une action améliorative qui aura été définie grâce au rapport CSRD en tant que tel. Ouais, je Ok, rajoutais juste ouais. un truc là-dessus aussi, Jules, par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, Tous les départements ne vont pas avoir le même degré d'effort à fournir. Notamment voilà, les départements liés
que ce soit aux achats, aussi à la partie, ça dépend aussi des corps de métier, mais voilà, la partie usine, la partie aussi, il y a quand même des données, voilà, on parle de beaucoup de data points à aller chercher. Et en fait, il y a aussi un rôle de cette première étape, c'est de rassurer. Parce que quand on arrive avec les résultats de l'analyse et le nombre concret de données à aller chercher, il peut y avoir une certaine peur aussi chez certains collaborateurs, un certain aussi déséquilibre en termes d'attente au sein même de l'entreprise entre les différents départements. Donc le but, c'est aussi voilà, de rassurer sur, oui, il y a un certain nombre de pas à faire avant d'arriver à une collecte de données optimale, mais c'est un exercice qui a pour but de, voilà, entre guillemets, poser des jalons pour un premier essai et de surtout travailler de l'amélioration continue de la remontée de ces informations. Et Jules l'a dit très bien tout à l'heure, les données, le but, c'est pas seulement de les collecter, c'est in fine de décliner après des plans d'action stratégiques par département, de rédiger des feuilles de route avec des CAPEX, avec des OPEX, donc des choses assez concrètes. Et c'est de la mise en place voilà, de ce suivi et de ces avancées ne se fait pas du jour au lendemain. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui est attendu pour un premier exercice en première année. Peut-être, moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez dit, pas assez compris. Beaucoup d'entreprises ont cette volonté, et c'est bien, hein, de faire un rapport parfait la première année. Malheureusement, ce n'est pas possible. Même des entreprises avec des énormes budgets, avec lesquels on a de la chance de travailler, en fait, non, ils n'y arriveront pas et c'est pas possible, en fait. Il n'y a pas le temps, et on ne peut pas mettre en place tous les process, tous les outils, toute la gouvernance en un temps aussi restreint. On est forcément sur des feuilles de route qui s'inscrivent dans une durée de 1, 2, 3, etc. années pour arriver derrière à avoir évidemment des modalités de collecte qui seront plus efficientes, pour avoir une donnée qui sera plus granulaire, pour avoir accès à des, des, une fréquence peut-être qui sera plus élevée. Donc rien que sur le plan de l'amélioration de la qualité de la donnée qui est produite, il faut se mettre effectivement dans cette démarche de première année, on fera quelque chose qui sera très bien, il faut que ça passe la barre de l'audit, évidemment, mais on ne pourra pas avoir réponse à tout et faire quelque chose de parfait. Donc c'est une frustration qu'il faut avoir, qu'il faut savoir gérer pour la première année, mais rassurer sur le fait que ça doit être pris en compte sur l'année 1, 2, 3, etc. Et évidemment, ça, on ne parle que du plan d'action ici, data, qui est important, mais évidemment, le plan d'action projet, plan d'action, il est vraiment stratégique, c'est-à-dire, voilà, on se rend compte que sur la biodiversité, par exemple, en fait, on ne remontait pas grand-chose, on n'avait pas de politique, on n'avait pas de plan d'action, on n'avait pas de stratégie en fait définie. Or, c'est un enjeu qui est matériel pour nous. Évidemment, ça doit faire partie d'un plan d'action stratégique sur lequel il va falloir commencer à construire quelque chose l'année prochaine pour, in fine, bien sûr, pouvoir reporter dans le cadre de la CSRD, mais surtout s'améliorer dessus. Et je pense que vous avez bien résumé les nombreuses raisons de pourquoi est-ce qu'il faut impliquer ces équipes. En fait, hein, il n'y a pas le choix, mais en plus, c'est ça la clé qui va permettre d'avoir, en tout cas, enfin, de se lancer dans cette démarche CSRD, même si, comme tu le disais, effectivement, la première année, ce ne sera pas parfait, mais ça permet de créer des bonnes bases, en fait. Avant de passer à la seconde partie, qui va être plutôt sur comment impliquer ces équipes, alors, je vois une question qui est quand même assez en lien avec cette première partie. Une question de Kim qui est le dialogue est plus facilité dans les structures PME. Est-ce que vous mentionnez, ce que vous mentionnez, c'est plus une problématique de grandes entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous, d'expérience, d'un point de vue engagement des collaborateurs, en fait, l'engagement des collaborateurs sur des sujets RSE, donc sujets RSE, et c'est des sujets qui sont quand même assez transverses, des sujets qui vont de l'inclusion au climat, à la biodiversité, à l'énergie, etc. Donc, c'est des sujets quand même assez transversaux, sur lesquels, en fait, à un moment donné, ne serait-ce que par les besoins de l'entreprise en termes d'objectifs, les collaborateurs ont besoin de s'aligner. En fait, tout le monde doit s'aligner au sein de l'entreprise. C'est vrai que dans une TPE de 10 personnes, on peut le faire autour d'une table. Ça commence à devenir compliqué avec 30 personnes. Et on va venir plus tard dans les modalités qu'on peut utiliser pour pouvoir justement aligner les uns et les autres. Mais en gros, ces problématiques d'alignement, elles sont vraies pour des PME, des ETI et des grands groupes. Alors,
Effectivement, pour les grands groupes, c'est encore plus compliqué. Et c'est peut-être un peu plus simple, effectivement, pour des PME. Mais le besoin, entre guillemets, de s'aligner et qui n'est pas possible autour d'une table et qui fait appel aussi à, sans doute, parfois je dirais des tierces parties, qui peut être nous ou dans les roads, etc. Mais, mais ce besoin existe autant pour les PME que pour les grands groupes. Et peut-être moi, si je peux rebondir là-dessus, effectivement, en fait, ce qu'on constate aussi dans les PME par rapport à un grand groupe, alors effectivement, peut-être que la communication est facilitée entre les différents services parce qu'on a la chance que toutes les fonctions support soient centralisées dans un seul et même bâtiment, donc forcément, ça rapproche. En réalité, l'autre contrainte qui est celle des PME, c'est que bah, la CSRD, c'est une c'est un sujet parmi d'autres, avec évidemment moins de temps, moins de bande passante qui peut être dédié à ce sujet-là. Donc en fait, ça vient se rajouter à une charge de travail qui est déjà énorme. Et du coup, l'enjeu devient comment est-ce que je deviens un petit peu plus expert sur ce sujet que je comprends pas totalement, j'ai pas le temps de monter en compétence à fond. Et derrière, ensuite, bah, comment est-ce que je le mets en place? Pareil, j'ai pas non plus 15 personnes dans mon équipe. Donc, pour les PME, effectivement, il y a des enjeux assez spécifiques à prendre en compte au-delà de la communication entre les départements. Merci. Donc, ça permet aussi d'introduire la deuxième partie de ce webinaire qui va parler sur justement en fait, les solutions, les outils, sur comment impliquer ces équipes. Parce que je vois aussi des questions dans le chat qui sont assez liées, notamment sur comment en fait, rendre plus ambitieux la mise en place de la réglementation pour pas que ce soit vu uniquement comme un exercice de conformité. Donc, on va aborder ce sujet-là dans cette partie-là. Par où commencer en fait? Quand on arrive sur ce sujet, on veut impliquer ses équipes, par où je commence? Et je pense sur ce sujet-là, avant de vouloir impliquer ces équipes et de leur, entre guillemets, demander des réponses, je pense que l'important, c'est de les écouter. Nous, notre parti pris, c'est que il faut déjà voilà, bien définir les problématiques qu'on va aborder, parler aussi de ces problématiques-là au bon département. Donc voilà, rassembler aussi autour de la table les personnes avec lesquelles on va discuter, présenter aussi voilà, concrètement la CSRD, les implications, l'agenda aussi pour y répondre, que tout le monde sache voilà, de quoi on va parler. Donc vraiment, là, l'enjeu, c'est de former les équipes avant de les mobiliser. Et ça peut être fait de différentes manières. Ça peut être des ateliers de discussion en créant des équipes cross-département, identifier aussi des sujets pertinents de la liste de l'EFRAG, qui a listé d'ailleurs des topics, des sous-topics. Voilà, tout simplement pour, de manière assez ouverte, créer aussi cette première collaboration en identifiant les sujets qui sont pertinents ou moins pertinents. Et ensuite, ça permet d'ouvrir la discussion sur une fois qu'on a identifié ces enjeux, les potentiels impacts, risques ou opportunités qui y sont associés. Donc là, ça se fait, en fait, je pense que c'est vraiment les deux choses à faire sur ce sujet-là au départ, vraiment. Et ça passe ensuite, les étapes suivantes passent voilà, par une collaboration assez étroite entre les différents départements. Donc tous les départements ne vont pas être amenés à réfléchir sur tous les enjeux. Le but, c'est quand même de voilà, venir dans les enjeux sociaux plutôt sur les départements voilà, RH, RSE, voilà, les autres sujets plutôt de gouvernance ou même environnementaux en impliquant d'autres départements clés. Nous, d'expérience, il y a ensuite plusieurs phases. Une fois qu'on a listé ces enjeux et les impacts, les risques et opportunités associées, on va devoir noter. Et pour noter, on note à la fois la partie impact voilà, sur ces sujets-là, mais aussi la partie risque, donc plutôt liée à la finance. Et donc là, on a besoin, vraiment besoin hein, de l'entreprise, de son implication et des équipes à la fois risque ou finance pour venir en fait, tout simplement, déjà préciser les seuils qui sont utilisés. Chaque entreprise a une appétence au risque qui est différente et avec un seuil assez différent sur ces sujets-là. Et donc, là, à ce moment-là, il y a vraiment un travail assez fort
est assez restreint au final entre potentiellement une équipe externe que l'entreprise aurait sollicitée, l'équipe CSR et l'équipe finance. Et là, du coup, on a besoin aussi voilà, de jauger entre nous et l'appétence au risque et donc, in fine, les cotations qu'on mettra qui permettent surtout de hiérarchiser et de prioriser ces risques physiques et de transition associés et estimer l'impact financier futur sur ces sujets-là. Et tu parles du coup de communication entre plein de départements différents. Est-ce que c'est intéressant de monter une équipe ou un comité de pilotage, par exemple, avec des personnes clés dans chacun de ces départements ou pas, justement, pour arriver à suivre à la fois la collecte, à la fois les questions, les sujets, etc. Alors, ça dépend. D'expérience, si ces équipes existent déjà au préalable par rapport à des rapports qui ont été faits voilà, précédemment et que les acteurs sont concernés et ont envie, surtout sont moteurs sur ce sujet-là, nous, voilà, c'est quelque chose qui a aidé, qui a facilité voilà, le fait de répondre à ce problème-là. Je pense que c'est nécessaire, voilà, surtout d'avoir entre guillemets, une équipe restreinte qui vient aussi relancer les collaborateurs, aider notamment à organiser ces séances de discussion, ces ateliers. Maintenant, euh, il y a deux choses. Soit on a une équipe, entre guillemets, restreinte de 10 personnes qui réfléchissent sur tous les sujets. Soit on décide d'avoir une équipe plus restreinte qui va mobiliser en interne au fur et à mesure différents départements. Et là, du coup, on aura entre guillemets, une application des parties prenantes qui sera beaucoup plus diffuse dans l'entreprise. Donc, ça peut être ces deux stratégies assez différentes. Je pense que ça dépend aussi de la maturité et de la bande passante des équipes. Ça, c'est vraiment un sujet clé. Je pense que là, Eric ou Jules peuvent aussi compléter là-dessus, mais voilà, ça dépend, je dirais, entre guillemets, la bande passante et l'appétence sur certains sujets, notamment dans le cadre d'un premier exercice. Et après, une fois que les personnes, je pense, sont montées en compétence dans d'autres sujets et que les gros cailloux ont été identifiés, ça peut aussi être intéressant, voilà, de faire monter d'autres parties prenantes pour des exercices futurs. Eric ou Jules, un point à ajouter ou pas? Mm. C'est très Très clair. bien. Eh bien, super. Mais dans ce cas-là, ça me permet d'enchaîner sur une question suivante qui est, parce que tu as parlé de formation, de sensibilisation des collaborateurs. Euh, Comment est-ce qu'on identifie justement ces besoins de formation? Est-ce qu'on parle de formation très spécifique à un métier? Est-ce qu'on parle d'une session de sensibilisation de tout le monde d'un seul coup sur qu'est-ce que la CSRD? Un peu de tout. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette partie formation, sensibilisation justement? Alors, je peux commencer, Jules, Eric, si vous avez des choses à compléter, n'hésitez pas. Je pense que sur cette partie formation, entre guillemets, ce qui est surtout important, c'est comme on a une liste à l'heure actuelle d'enjeux qui ne sont pas forcément spécifiques à tous les secteurs, et que dans ces enjeux, voilà, on a différents impacts, risques et opportunités. C'est important surtout de bien définir chacun de ces enjeux, de bien définir ce qui est attendu. Et donc, quand je dis formation, c'est plutôt voilà, faire en sorte que tout le monde sache de quoi on parle et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde avant en fait de rentrer dans le détail et dans on va dire la spécification des enjeux et de discuter de tel ou tel impact ou risque ou opportunité. Ça c'est, je pense, que c'est vraiment une des clés, c'est de bien définir concrètement qu'est-ce que représente cet enjeu-là pour mon entreprise et comment est-ce qu'il se traduit de manière assez concrète pour notre business. Je pense que ça c'est outre le fait de, voilà, entre guillemets, se former à la CSRD, ce qui peut être quelque chose de très intéressant pour les personnes pilotes du projet au sein de l'entreprise, hein. Et pour tous les collaborateurs, je pense que des sessions de formation très lourdes, c'est pas forcément ce qui est requis. Des choses peuvent être peuvent être faites de manière un peu plus subtile, beaucoup plus priorisée, avec des manières de faire assez différentes. Je pense que là-dessus, Eric, tu as plein de choses aussi à dire sur ce côté-là, mais il y a vraiment un enjeu de comment est-ce on onboard les parties prenantes sans rendre la tâche trop lourde. Ouais, effectivement, avant de rentrer entre guillemets dans le détail et dans la pratique plus technique, encore une fois, je pense qu'il est vraiment important de pouvoir installer un narratif puissant
qui soit audible par le large spectre d'employés au sein de l'entreprise. Et la grande question, c'est comment on intéresse des personnes qui ont des horizons socio-professionnels, des âges, des cultures différentes, ou tout simplement, comme le soulignait Clarisse dans le chat, des intérêts différents de par leur fonction. Comment ouvrir un espace de dialogue entre toutes ces personnes. Et nous, la réponse sur laquelle on travaille beaucoup avec nos clients, c'est assez simple, c'est un peu vieux comme le mot, c'est par le jeu, par une campagne ludique. Et donc en utilisant tous les leviers et les codes qui fonctionnent pour les jeux en ligne, hors ligne, les jeux de table, ou sur les réseaux sociaux. Et tant sur le fond, donc par exemple, nous c'est une app digitale, donc on va s'appuyer sur ce qui marche le mieux dans les apps digitales, les Duolingo, etc., ce qui fait appel aussi sur les leviers de dopamine, hein, bien évidemment, que sur la forme. En gros, on ne va pas sensibiliser le plus grand nombre en partageant une publication scientifique imbitable, mais en la rendant accessible finalement à travers un contenu qui a plus trait finalement à ce qu'on pourrait trouver sur Instagram ou LinkedIn. Quelque chose qui est un peu vulgarisé, mais qui permet finalement à tout à chacun de s'aligner sur le why, sur le narratif, sur pourquoi on fait ça. Et c'est vrai que chez nous, chez NOS, ce qu'on a essayé de faire pour nos clients, c'est de proposer donc des campagnes de sensibilisation qui mêlent des contenus pédagogiques, alors on appelle ça des graines de savoir, et des défis à accomplir. Et donc, c'est un jeu, donc il y a des badges à gagner, des points accumulés, il y a une compétition amicale entre les collègues et les départements. La récompense est collective et vertueuse, parce que si tout le monde participe, il y a un don qui est fait à une association en lien avec la thématique. Donc, par exemple, s'il y a une campagne sur l'handicap ou l'inclusion, on va soutenir une association qui œuvre dans ce domaine. Et cette approche, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette approche fonctionne bien, et que ce soit pour un cabinet conseil, que pour une entreprise industrielle dont le payroll est fait de col bleu, d'opérateurs. Et ça fonctionne sur tout type de sujet, que ce soit sur l'éthique, la biodiversité. C'est pour ça qu'on travaille sur un sujet CSRD aussi avec mes comparses. Et puis pour reprendre le sujet de Kim sur le chat, ça fonctionne aussi, que ce soit une PME ou une ETI ou un grand groupe, parce qu'effectivement, il y a ce besoin de s'aligner sur la raison première, pourquoi on fait ça. Il y a effectivement sur la CSRD, il y a un point de vue réglementaire, mais pour motiver les gens, effectivement, il faut aller un peu plus loin, expliquer c'est quoi le narratif derrière, c'est quoi le why. Et ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que ça dépasse un peu tous les discours culpabilisants ou coercitifs, qui sont souvent contre-productifs sur ces sujets-là. Et au contraire, je crois que ça favorise vraiment un dialogue au sein de l'entreprise et voilà, tout simplement de quoi parler autour de la machine à café. Et il y a une certaine forme d'émulation qui permet finalement d'aller peut-être plus vite dans la mise en œuvre de la stratégie. Et ensuite, comme le disaient mes collègues, ensuite de pouvoir rentrer dans le détail beaucoup plus technique. Mais on part sur un narratif commun et un objectif commun. Et peut-être pour rebondir dessus, effectivement, pour avoir ce narratif commun, cet objectif commun, donc il y a ce vocabulaire commun qui est nécessaire, qui rejoint un petit peu voilà, sur comment est-ce qu'on forme ces différentes personnes. Je pense qu'on peut identifier, là, en fonction de ce qu'on vient de se dire, il y a un peu 3 niveaux de formation pour différentes personnes au sein de l'entreprise. Il y a une sorte de profiling à effectuer, qu'on soit vraiment au niveau de la chefferie de projet, donc soit personne responsable de la RSE ou de la finance ou cette dimension bicéphale qui là doit être voilà, des expertes en RSE et surtout sur la CSRD où là effectivement il y a tout un tas de bootcamps qui peuvent être proposés, mais voilà, on s'attend vraiment à un niveau d'expertise et de connaissances fort, évidemment. Un deuxième niveau où on va avoir des personnes qui font partie du groupe de travail CSRD qui seront sollicitées, notamment dans le cadre de l'analyse de double matérialité, qui seront des référents, des ambassadeurs dans leurs différents départements. Évidemment, on attend aussi un niveau de connaissance de ce qu'est la CSRD beaucoup moins fort, évidemment, que celui des personnes qui sont vraiment dans la chefferie de projet. Et après, un troisième niveau où ce sont des personnes qui seront donc sensibilisées à la CSRD parce qu'elles seront amenées donc à venir notamment effectuer donc ces étapes de collecte de données où elles devront donc comprendre encore une fois la raison pour laquelle elles le font. Et donc pour comprendre la raison, il faut qu'elles connaissent un petit peu le vocabulaire, etc. de la CSRD. Donc
plutôt que d'essayer de dire on va uniformiser tout ça et on va faire une formation de 12 heures pour tout le monde et personne n'a le choix, évidemment, il est un peu plus efficient d'arriver sur des sortes de curriculum un petit peu profilés par typologie de personnes au sein de l'organisation en fonction du degré d'investissement que ces personnes auront sur le projet CSRD. Super, merci beaucoup. C'est assez clair. Vous avez donné plein de clés sur comment impliquer ces équipes, que ce soit de manière plus individuelle, en groupe, l'utilisation de la gamification pour parler de la CSRD autour de la machine à café. Et j'aimerais passer à la troisième et dernière partie de ce webinaire, qui est le fait que aujourd'hui, la CSRD est quand même souvent vue de manière un peu négative. On en parlait au début parce que c'est une obligation réglementaire, donc ça reprend une question du chat. Mais en soi, en fait, la CSRD, elle peut être vue comme une opportunité stratégique pour une entreprise. Alors, je pense que je vais laisser la parole à Eric tout d'abord pour le côté opportunité au niveau des équipes. Et ensuite, je laisserai plutôt la parole à Gilles et Arthur sur en quoi la CSRD peut être vue comme une opportunité de manière un peu plus globale. Et du coup, en fait, comment transmettre ce sujet-là à ces équipes, en fait. Alors, effectivement, d'un point de vue purement culture d'entreprise, alors CSRD, RSE, ESG, je crois que derrière ces deux acronymes un peu barbares, ces acronymes un peu barbares, il y a deux possibilités. Soit les collaborateurs perçoivent le sujet comme un reporting chronophage, une chose de plus à faire, c'est pas intéressant, c'est une charge de travail supplémentaire. Et voilà, enfin, c'est la patate chaude dont on hérite. Soit, encore une fois, on en revient au narratif clair et inspirant. S'il y a un narratif derrière, ils peuvent percevoir ce travail comme un levier puissant en faveur de la transition écologique et sociétale. Et encore une fois, la plupart des collaborateurs sont intéressés par cette transition écologique et sociétale. Donc, tout revient au besoin, encore une fois, d'un narratif pertinent, commun, qui permet d'engager les collaborateurs. On commence par la sensibilisation, on explique, on rend compte, on illustre aussi chemin faisant avec des exemples concrets. Et au travers, effectivement, on arrive à impulser une culture d'entreprise engagée. Et dans cet esprit-là, en fait, je crois que l'entreprise agit également comme un média. C'est une opportunité à CSRD, une opportunité pour l'entreprise d'agir comme un média, c'est-à-dire de faire progresser les consciences de ses collaborateurs sur des sujets aussi variés que l'inclusion, que la biodiversité, que le climat, etc., etc. En fin de compte, les collaborateurs, avant toute chose, sont tous des citoyens. Et dans ce cadre, une culture d'entreprise engagée peut contribuer au mieux vivre ensemble et au respect de l'environnement au sein de l'entreprise comme en dehors. Donc, le sujet de la CSRD, outre le reporting, c'est vraiment de pouvoir vraiment installer une dynamique qui permette également de faire progresser les collaborateurs aussi dans leur quotidien parce qu'ils vont comprendre des enjeux qu'ils ne comprenaient pas auparavant. Tout ça, en fait, en termes de culture d'entreprise, ça permet tout simplement de se doter d'une marque employeur, et également d'une marque tout court, qui peut devenir extrêmement puissante, qui peut permettre de satisfaire encore une fois les employés, de pouvoir améliorer la rétention, améliorer la productivité, etc. Et puis tout simplement pour une entreprise, c'est simplement, je crois, aujourd'hui, on est tous convaincus, c'est simplement montrer qu'on est du bon côté de l'histoire, simplement. Je pense que je rajouterais juste une seule chose à cela, c'est qu'en fait cet exercice, s'il est bien fait, il a vraiment pour but de donner la voix à chacun des collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire que percevez-le vraiment comme un moyen de faire remonter les risques, les opportunités et les enjeux stratégiques de votre entreprise à votre comité de direction. Donc c'est vraiment, entre guillemets, un moyen qui a été trouvé pour que les collaborateurs puissent s'exprimer, puissent discuter et qu'en fait, au-delà de l'aspect réglementaire, qui en fait cette voilà, émulsion qui se fasse en interne et elle ne se fera pas si en fait vous, entre guillemets, ne collaborez pas et prenez vraiment cet exercice comme un moyen d'avoir la parole sur ce sujet
qui vous touche et qui, entre guillemets, finira par vous toucher, que ce soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social ou même voilà, d'un point de vue aussi tout simplement business. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de le garder en tête. Absolument. Et peut-être tu parlais d'émulsion, c'est marrant parce que juste avant, j'étais en call avec un client qui me parlait, lui, d'émulation auprès de ses collaborateurs, ses collaboratrices, qui me disaient qu'ils étaient impatients euh, de collaborer sur la CSRD. Je trouvais que c'était très fort comme message. Bon, c'est parce que effectivement, donc, il avait réussi à bien former ses équipes. Et en fait, on est tous d'accord sur, OK, en fait, la CSRD est un moyen pour arriver à cette fin, donc de mettre en place des plans d'action, d'arriver à s'améliorer, etc., d'un point de vue euh, de performance ESG, évidemment. Mais en fait, rien que le moyen en tant que tel, euh, à savoir donc, le reporting CSRD, il a en son cœur deux axes qui permettent d'améliorer l'engagement entre les collaborateurs. Le premier, c'est que, comme on le voit, la CSRD, c'est un projet vraiment transverse qui nécessite beaucoup de collaboration. Donc, en fait, on va être amené, il y a des collaborateurs et des collaboratrices qui seront amenés, pour la première fois peut-être, à évoquer ces sujets-là avec d'autres personnes de l'entreprise. Donc, en fait, déjà, rien que dans le reporting CSRD lui-même, il y a déjà de l'engagement qui se crée à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est évidemment euh, le résultat très concret de cette CSRD avant d'aboutir sur des plans d'action qui seront amélioratifs pour l'entreprise au global. Évidemment, le premier but de ce reporting, c'est d'obtenir de la data. Et cette data, eh bien, les gens en seront en possession, qui leur permettra derrière d'identifier les axes de progrès. Si on n'a pas cette donnée-là, forcément, on ne sait pas ce sur quoi on doit travailler. Donc, le premier output même de la CSRD permet également l'engagement collaborateur sur ces deux axes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder avant qu'on passe à la session de questions-réponses? Non. Eh ben, c'est parfait. On va passer à la session questions-réponses. Alors, je regarde en chat. N'hésitez pas à continuer à écrire vos questions, parce que je regarde, on a déjà répondu à une bonne partie au final, en fait, pendant le webinaire sur l'engagement de la direction. On en a parlé, le fait que effectivement entre les départements, c'est pas la même feuille de route et donc pas la même communication. Euh, Pareil, ça, on l'a mentionné. Faut-il avoir un profil data manager au sein des structures pour animer cette collecte et mise en place d'amélioration continue? Je peux peut-être répondre en partie sur cette question. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir ça. Et généralement, ce qui se passe, donc, comme Arthur le décrivait, c'est une direction CSRD bicéphale entre la RSE et la finance. Pourquoi est-ce que c'est important? Au-delà du fait que, évidemment, la finance dispose de données qui sont elles-mêmes requises dans le cadre de la CSRD, puisque c'est des données financières, au-delà du fait que que c'est un département qui va être particulièrement sollicité parce qu'il y a un certain nombre de données qui sont dans leur scope, quand bien même elles ne seront pas financières, qui devront être alimentées le rapport CSRD. En fait, les données financières au sein d'une entreprise, globalement, ça reste les données qui ont la plus grande qualité et la plus grande fiabilité. Et donc, le but, ça va être de se baser sur cette expertise-là qui est dans les départements finances et de s'en inspirer tout simplement. Les bonnes pratiques, on ne va pas les réinventer depuis zéro. Elles existent sur la finance, on va les transposer au secteur de la RSE et à la data RSE qui va alimenter la CSRD. Donc, est-ce qu'il faut recruter des data owners et des data steering enfin, oui, bien sûr, si vous avez les moyens, pourquoi pas, ça ne pourra que améliorer tout ça. La vérité, c'est qu'il y a quand même déjà aujourd'hui, les entreprises normalement savent déjà produire de la donnée de qualité. Et le but, c'est de se baser sur ce qui existe plutôt que d'aller essayer de recruter tout de suite de nouveaux profils. Merci Jules. Alors, deux questions de la part de Camille. Eric, pourriez-vous illustrer concrètement la notion de narratif d'entreprise pour impliquer les collaborateurs? Oui. Alors, le narratif derrière le narratif, c'est un récit, c'est-à-dire
l'entreprise, qu'elle soit dans une démarche RSE, une stratégie RSE, à un moment donné, a envie de changer et de s'améliorer au bénéfice de la planète et du vivre ensemble de la société, de la société. À partir de là, elle met une stratégie en place et cette stratégie, en fait, en général, est décidée dans un bureau dans un COMEX, dans un bureau de direction, etc. Et la question ensuite, une fois qu'on a ce plan d'action, c'est comment on fait pour aligner tout le monde et embarquer tout le monde dans ce narratif. Donc, ce narratif, c'est vraiment à la base d'une stratégie de l'entreprise qui décide, à un moment donné, on va être compliant, on va faire un reporting CSRD, on va avoir cette stratégie RSE avec tels objectifs. Donc, tout ça, ça se définit effectivement au sein de l'entreprise par la direction. Mais derrière, il y a ce besoin finalement de dire pourquoi on va faire ça, comment on le fait, et donc du coup, impliquer les collaborateurs. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous allez faire un event et puis la sauce va prendre, non. C'est quelque chose sur lequel il va falloir s'impliquer dans la durée pour pouvoir, sur tout un tas de sujets, encore une fois, très transverses, on va parler du handicap, de l'inclusion, on va parler de la biodiversité, on va parler du climat, etc. Donc, il va falloir finalement, qu'un, eh bien, avancer et faire en sorte de laisser personne derrière la route avec un narratif puissant. Toujours, voilà, on va faire ça. Et comme pour la CSRD, ça, c'est l'idée, c'est la stratégie phare, la stratégie sur laquelle on va s'employer à travailler. Et puis derrière, il y a des déclinaisons. Et ensuite, on va travailler sur chacune des déclinaisons petit à petit pour pouvoir arriver finalement à amener l'entreprise à se transformer, ou en tout cas à changer, à transitionner en termes d'écologie ou de société. Donc, d'un point de vue purement pragmatique, on va faire par exemple, nous, chez NOS, on travaille avec des feuilles de route, donc en fonction des objectifs, on va faire des feuilles de route, et derrière avec des temps forts, qui vont permettre toute l'année d'impliquer les collaborateurs en fonction de la feuille de route personnalisée qui est donnée à l'entreprise. Donc, encore une fois, tous les sujets du spectre de la RSE. Donc, encore une fois, extrêmement large. Merci Eric. Et la deuxième question de Camille, c'est pour toi Arthur. Vous parliez des topics listés par les FRAC pour discuter des sujets pertinents avec ses collaborateurs. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, mais alors, donc les frags à lister, les fameux ESRS, européennes, bon, tout ça, beaucoup d'acronymes à chaque fois, mais voilà, sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et en fait, donc cette liste est disponible, hein, et au sein de ces différentes catégories, donc par exemple dans l'environnement, on retrouve le changement climatique, la pollution, l'eau, les ressources marines, la biodiversité, les écosystèmes, l'économie circulaire. Ça, ce sont les 5 piliers de la partie environnement. Pour la partie sociale, il y en a 4, et pour la partie gouvernance, seul. Maintenant, au sein de ces piliers, il y a des sous-piliers avec des thématiques. À l'heure actuelle, on a donc ces thématiques qui sont voilà, diffusées pour toutes les entreprises. Plus tard, il y aura des thématiques propres, on va dire, et plus précises pour chacun des secteurs. Et en fait, c'est dans ces thématiques, si je prends des exemples assez concrets, sur la partie environnement, sur l'eau, eh bien, il y a des thématiques sur la consommation de l'eau, sur la pollution de l'eau. Et donc, typiquement, ça peut être aussi des moyens de guider les échanges, notamment en interne. Est-ce qu'on est capable, à l'heure actuelle, sur nos usines de production, d'avoir, donc pas seulement sur les bureaux, hein, mais vraiment sur la partie usinage, d'avoir les consommations d'eau si à l'heure actuelle on les a, est-ce que c'est des datas qu'on peut remonter de manière trimestrielle, de manière mensuelle, de manière annuelle? Tout ça, c'est en fait des bonnes questions à se poser à la fois sur est-ce que ce sujet est pertinent pour mon entreprise? Quel est mon niveau de maturité ensuite sur ce sujet? Et préparer l'étape d'après dont Jules a pu discuter tout à l'heure et a pu éclaircir certains points, c'est comment est-ce qu'on va venir organiser la collecte de ces données. Et il faut savoir qu'il y a certains sujets qui sont assez transverses et qui vont toucher bon nombre d'entreprises, mais d'autres sujets comme tout ce qui va être santé animale, engagement politique, tout ça, c'est vraiment des sous-topics qui sont dans les frags. Ils ne sont pas forcément pertinents pour chacun des secteurs. Donc voilà, c'est vraiment cette première liste de sujets, entre guillemets, à exclure et de sujets sélectionnés qui permettent de guider le dialogue et de venir en fait servir de fil conducteur sur chacun des enjeux pour venir se poser les bonnes questions. Merci Arthur.
J'espère que ça répond à ta question, Camille. J'ai une autre question de Francine. Dans le cas où, à l'issue de la double matérialité, les sujets matériels ressortis ne sont pas ceux auxquels certaines parties prenantes s'attendaient, y a-t-il un risque de fracture ou de distance? Quelle posture avoir, notamment concernant le narratif? Qui veut répondre à cette question? Alors moi, je peux parler d'expérience. C'est arrivé que des sujets ressortent qui n'avaient pas forcément été identifiés comme entre guillemets matériels, mais si ces sujets ont été définis en tant que matériels, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les collaborateurs qui ont été impliqués dans la partie interview ont relevé ces sujets-là, et d'autre part, ces sujets ont ensuite été aussi backés par des justifications, des recherches à la fois sur des rapports scientifiques, à la fois sur des bases de données. Donc il y a voilà, toute une littérature qui vient backer ces résultats. Ça, c'est sur, entre guillemets, le questionnement de la véracité de certains des sujets. Ensuite, par rapport aux résultats et à comment est-ce que ce résultat est pris en compte et absorbé, il faut savoir que, par exemple, la double matérialité, c'est un super exercice pour montrer sur une feuille comment est-ce que ces sujets sont hiérarchisés, priorisés et leur impact, typiquement à un comité de direction, par exemple. Et d'expérience, le comité de direction voit plutôt en fait d'un bon œil le fait d'avoir certains sujets qui étaient peut-être hors radar et qui soient finalement priorisés ou en tout cas mis en lumière sur cet exercice-là. Maintenant, ça implique potentiellement que si c'était des sujets qui n'étaient pas forcément identifiés comme matériels, c'est-à-dire que entre guillemets, la maturité sur ces sujets et même l'effort à fournir pour la partie collecte de données sera forcément plus ardu, plus intense que sur voilà, typiquement une partie carbone qui avait été déjà identifiée comme prioritaire. L'entreprise avait peut-être déjà réalisé différents bilans carbone, etc. Mais tiens, en fait, sur l'eau, eh ben, à l'heure actuelle, on n'a rien du tout. On n'est pas en mesure de collecter les données. Et malheureusement, on opère dans des situations, je prends un exemple assez concret, on est une entreprise de la tech, on a des data centers qui sont implémentés dans plusieurs pays qui sont soumis à des changements, des variations climatiques assez forts qui font qu'en fait la ressource, la disponibilité de l'eau est très réduite sur certaines parties d'années de mon business. Donc comment est-ce que je fais pour refroidir mes data centers à ce niveau-là? Eh bien en fait, peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce que l'enjeu soit matériel, mais in fine, c'est bien de l'avoir dans un premier exercice qui ressort d'une façon hiérarchique assez forte pour se prévoir à la fois en termes de collecte et peut-être aussi à la fois en termes de réflexion stratégique. Est-ce qu'on a toujours envie d'avoir des data centers dans des situations géographiques à risque? Voilà. Je pense qu'il n'y a pas forcément de fracture ensuite qui s'opère lorsque les résultats affichés sont un peu différents des attentes. À la limite, il peut y avoir un peu de peur, d'appréhension, mais je pense que c'est quand même mieux prévoir et de se préparer à ce genre de problématiques plutôt que de fermer les yeux. Et peut-être pour rajouter un dernier point là-dessus, euh, l'analyse de double matérialité, elle doit être mise à jour tous les ans. Donc peut-être qu'un sujet qui ressortait pas comme matériel cette année, peut-être ressortira-t-il matériel l'année suivante. Donc peut-être que la frustration de la partie prenante qui aurait aimé que ce sujet soit matériel, bah, peut-être qu'en fait elle n'est que décalée dans le temps. Merci. Et je vais prendre une dernière question parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les faire. Euh, Comment sélectionner les bonnes parties prenantes ou collaborateurs à interroger pour coter mes topics dans ma matrice? Bonne question. Je peux commencer, après vous pourrez compléter, Eric, Jules. Euh, alors, soit ce mapping des parties prenantes, il est très important. Il est vraiment à faire en main dans la main avec l'équipe CSR. Soit on a déjà mappé des parties prenantes lors de cas d'exercices précédents, soit c'est quelque chose de tout nouveau à faire. Donc, comme l'a dit Jules, voilà, les parties RSE et finance sont un peu les pôles qui mènent ce projet au sein de l'entreprise. Et après, c'est important de venir impliquer donc, des parties prenantes internes de départements clés. Donc ça peut être, je pense qu'il est important aussi, nous, d'expérience, on essaye d'impliquer aussi des personnes de seniorité différentes, de situations aussi géographiques différentes. Et
je pense en plus de cela, ce qui est aussi important dans ce cas de ce premier exercice, c'est de voir aussi l'appétence des personnes sur ces sujets-là. Euh, il y a des départements qui sont plus faciles à impliquer que d'autres. Il y a aussi des départements qui vont fournir plus d'informations que d'autres. Ça, c'est toujours voilà, cet équilibre à trouver entre impliquer les bonnes parties prenantes, être sûr que personne soit frustré, être sûr aussi que les personnes qui sont impliquées soient moteurs, et si elles ne le sont pas, prendre le temps aussi de discuter avec elles pour leur faire comprendre de la nécessité de leur participation. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez aussi d'autres choses à rajouter, vous, Eric ou Jules. Juste effectivement, dans le, je dirais dans le côté opérationnel, de qui va reporter, contribuer au reporting, etc. Donc effectivement, il y a un mapping à faire qui est assez important. Mais je crois que mon conseil, c'est de ne pas faire l'économie en fait de communication et d'implication à l'ensemble en fait des parties prenantes, parce que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de, en fait, en valorisant finalement ceux qui vont se coller au reporting, donc en dehors de leur scope habituel, c'est aussi un moyen d'être valorisé, d'être mis en évidence, etc. Et comme le disait Kim dans le chat aussi, ça peut être l'opportunité en dehors de réunions spécifiques de pouvoir avoir des comportements créatifs, volontaires, etc., volontaristes. Donc, à mon sens, effectivement, sur l'exécution entre guillemets du reporting, effectivement, il faut bien choisir les parties prenantes en interne ou en externe. Mais le sujet de la communication beaucoup plus globale, encore une fois sur le narratif, je trouve que c'est assez intéressant quand même d'impliquer toute l'entreprise et de pouvoir montrer que l'entreprise progresse sur le chemin finalement de faire société ou d'environnement. Et peut-être pour compléter de mon côté, effectivement, nous, ce qu'on a déjà vu, constaté, qui sont utilisés par plusieurs clients, ou même généralement dans l'industrie, en fait, pas spécifiquement sur la CSRD, mais en fait pour venir classifier les parties prenantes et derrière les pondérer. Il y a des modèles qui existent, des frameworks, notamment le modèle de Salience, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, qui vient en fait classifier et donc derrière pondérer les parties prenantes selon le pouvoir qu'elles ont, la légitimité et l'urgence qu'elles représentent. Voilà. Et ensuite, en fonction de ces 3 critères, ça permet de faire variabiliser des niveaux d'importance des différentes parties prenantes. Donc, voilà, c'est un modèle qui existe parmi d'autres. Merci beaucoup et on va s'arrêter là parce qu'il est 16h01. Donc on va laisser tout le monde partir. Oui, N'hésitez pas à Eric. nous contacter via LinkedIn, que ce soit Jules, Arthur ou moi-même, si vous avez des questions, on sera heureux d'y répondre. Tout à fait. Et merci pour vos questions. Merci à vous trois d'avoir échangé sur ce sujet. Et effectivement, regardez vos emails parce qu'on va vous envoyer effectivement les contacts de chacun et puis les principaux points qui ont été abordés. Et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci Merci. beaucoup, à bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.